Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Denis Auguin, qui fut l'entraîneur d'Alain Bernard entre autres, et qui est aujourd'hui en charge de l'équipe de France Relève. Alors, comment s'entraîne-t-on en natation pour progresser et performer? Quels sont les fondamentaux, la planification utilisée, et surtout à quoi ressemblent les séances? Mais aussi, comment détecte-t-on un potentiel? Denis dit souvent, répéter ce n'est pas recommencer. Allez, bonne écoute. Salut Denis, t'as la forme ou quoi? Bonjour, très bien, merci. Et toi? Bah moi toujours, surtout quand je t'interviewe, je suis très content. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Je voulais revenir rapidement sur ton parcours. J'ai pu voir que ta mère était maître nageuse et que Oui, toi, tu avais fait des études pour être prof d'EPS, si j'ai bien compris. oui, Et je me demandais, quand est-ce que tu as commencé la natation, toi, personnellement? Est-ce que ta mère t'a forcé à faire de la natation? Est-ce que tu es tombé dedans quand tu pas étais du tout. petit? Pas du tout. Non, non, j'ai appris à nager très tôt, ça oui, mais après, non, j'ai fait de la compétition à partir de 14 ans, donc ce qui est relativement tard. Avant, j'ai fait pas mal de judo et de hand. Et après, je me suis mis à nager, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, sans faire une carrière très intéressante, enfin, intéressante pour moi, mais pas intéressante en termes de résultats. Et puis voilà. Donc, bon, enfin, j'ai vite compris que je serais pas un très bon nageur. Donc, je nageais parce que ça me plaisait, et l'entraînement me plaisait, et voir mes copains, ça me plaisait, mais j'ai vite compris que je serais pas un bon nageur. Qu'est-ce que tu nageais exactement? Un peu de crawl et un peu de dos, voilà. Oh, t'as pas l'air Non, non, enchanté. mais rien de significatif, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait dire que t'avais pas, qu'il te manquait quelque chose pour atteindre le plus haut niveau? Ben, tu sais, je m'entraînais avec des gens qui étaient performants, mais je voyais bien que j'avais beau faire autant d'efforts qu'eux, j'avais pas les mêmes résultats. Donc voilà, mais ça m'a jamais gêné en fait. J'ai pas parce que de toute façon dans ce que je faisais, ça me plaisait, donc c'était pas un problème en fait le niveau de performance. Je faisais le maximum de ce que je pouvais. Mais encore une fois, ce qui me plaisait, c'était faire du sport, de la compétition, ça oui. Être avec mes copains, voilà, enfin un truc normal de d'ado et de jeune adulte, quoi. Après, Jusqu'à quel niveau t'as été alors? limite nationale 1, voilà, limite championnat de France. C'est quand même pas si mal. Oui, non, Tu nageais quand même bien, t'étais pas pas rigolo quand nul, même. c'est pas nul, mais bon, c'est pas. Voilà. Et est-ce que quand t'as commencé un peu les compétitions de natation, que tu étais avec les copains, tout ça, tu t'es passionné pour la natation? Parce que j'ai pu lire aussi que ce qui te passionnait, qui a notamment vers ta trentaine d'années, c'était comment aller plus vite. Est-ce que t'as tout de suite eu cette passion de la natation quand t'as commencé les compétitions, que tu t'es pris au jeu avec les copains? Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre ce qu'on faisait. Et, et en fait, c'est une époque où je nageais, où la natation était approchée essentiellement par un biais physiologique. Et c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, tu peux faire tous les kilomètres que tu veux. Si tu développes pas autre chose que de la physiologie, tu peux pas progresser, en fait. Donc, voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressaient, oui. Et ça veut dire que ça ressemblait à quoi alors les entraînements à l'époque? C'était un peu des entraînements basés sur les filières énergétiques entre guillemets? Ouais, c'était quasiment que ça, oui. Donc du volume et du volume. Ouais, ouais, après, on faisait de la technique, entre guillemets, mais c'est de la technique un peu dissociée. Soit on faisait de la technique, soit on faisait de la physio, mais et en fait, ça marche pas comme ça. Tu peux pas scinder les deux.
Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis que tu veux être entraîneur de natation parce que tu as fait professeur de PS? Alors, tu vois, comment s'est passé le switch un peu? Écoute, oui, à la base, je fais des études en STAPS. Et puis, mais en parallèle, j'ai toujours, entre guillemets, toujours entraîné, en tout cas, toujours enseigné, parce que dès que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé dans un club de natation. Donc, je faisais l'école de natation, la natation loisir. Il y a qu'un truc que j'ai jamais fait, c'est l'aquagym dans un club de natation, et j'en ferai jamais. Mais non, voilà. Donc, depuis que j'ai 18 ans, je travaille dans le club, en fait, dans un club à Nice, et ça me plaît en fait. Ça me plaît de m'occuper de jeunes, ça me plaît de transmettre, ça me plaît. Et en parallèle, je fais mes études de PS. Et je fais ce métier-là à la base parce que ce qui me plaît, c'est transmettre, c'est éduquer, c'est enseigner. Mais après, quand tu commences à faire des stages en situation, des choses comme ça, ce qui m'a le plus freiné pour être professeur d'éducation physique, c'est que le public, il n'est pas forcément motivé de te voir ou motivé par rapport à l'activité que je leur propose. Et d'un autre côté, dans le club, je m'épanouissais de plus en plus. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas partir là-dessus. Donc j'ai dû faire mon service militaire d'abord, à la fin de mes études. Et puis quand je suis revenu après le service militaire, j'ai vraiment entraîné pour la première fois un vrai groupe, pas de haut niveau, mais un bon groupe de garçons et de filles de niveau national. Oui. Donc Ouais, j'avais 25 ans. ah ouais, donc 25 ans, ok, ok. Euh, et donc, bah, sur le côté entraînement, qui est un peu le cœur du podcast, tu disais que bah, quand tu étais jeune, c'était beaucoup le volet physiologique, Ouais. que tu souhaitais comprendre les choses. Alors, je te pose la question générale et après, on va la décortiquer, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour nager vite alors? Ouais, d'abord, faut freiner le moins possible. Parce qu'on est face à des résistances qui sont exponentielles, hein, qui sont au carré de la vitesse. Donc, chaque dixième gagné amène des freins énormes, supplémentaires. Donc, autant essayer de freiner le moins possible. Donc, avoir une position hydrodynamique intéressante. Et puis ensuite, évidemment, c'est développer des habiletés motrices qui vont te permettre d'être de plus en plus efficace. Finalement, c'est pas très compliqué à décrire. C'est freiner le moins possible et aller loin et vite à chaque action motrice. Et puis une fois que tu sais faire ça, finalement, tu mets de l'endurance là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je construis moi les choses, mais c'est assez simple et dans la théorie. Après, à enseigner, c'est pas toujours facile. Donc, pour toi, tu pars plutôt de la technique pour aller vers le physiologique? Ouais, en fait, c'est la fonction qui crée l'organe et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est en faisant des choses que tu vas créer du muscle, que tu vas créer de l'endurance musculaire, que tu vas développer la physio. Mais et tant qu'à développer de la physio et développer du muscle, ben autant faire des gestes justes en fait. Alors, bah, je développe chaque partie. Comment on fait pour ne pas freiner? Donc, moi, je te donne un contexte. Je fais du kayak, donc j'ai un peu ces problématiques de plus t'accélères, plus ça freine. Ouais. Quand tu mets la pagaie dans Alors l'eau, là, si tu donnes pas un bon coup, bah pareil, c'est la propulsion va pas non ouais, mais plus. c'est les mêmes principes de base. En fait. Exactement, Le kayak est indéformable. exactement. Alors que le nageur se déforme sans cesse, c'est-à-dire que voilà, c'est pas quelque chose de rigide un nageur. Donc le but c'est d'être effectivement assez rigide et donc d'abord une position le plus à plat. Alors on va pas non plus faire très compliqué, mais une position qui offre peu de résistance à l'avancement, donc la tête relativement, la nuque parallèle au niveau de l'eau, essayer d'être évidemment bien gainé, faire en sorte que la respiration perturbe le moins possible, euh, que ne rajoute pas des freins en tout cas à l'avancement, même si ça en rajoute toujours. Voilà, la première chose c'est ça, c'est avoir une position la plus hydrodynamique possible. Et ensuite, en nageant, c'est avoir des mouvements qui perturbent le moins possible cette position-là. Voilà, faut faire Qu'est-ce qui fait que musculairement tu vas perdre cette position, on va dire parallèle à l'eau pour simplifier? Ouais, si tu veux, c'est pas tant musculaire, même si effectivement faut des muscles, mais on fait un sport porté. Donc dans ce sens-là, ça demande pas un effort
surhumain musculairement d'être en position hydrodynamique. Par contre, ça demande euh, une vraie prise de conscience de comprendre l'espace, en fait. Parce que finalement, on est construit comme des terriens. C'est-à-dire qu'on regarde devant nous, on a les pieds au sol. Et la natation, si tu veux être dans une position hydrodynamique, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut avoir le regard vers le bas, tu as les pieds derrière toi, et l'avant et l'arrière ne sont plus du tout dans le même repère que ce que tu as en termes de terrien. Et les gens qui savent pas nager, ben, en fait, c'est ça. Parce qu'ils sont debout, et donc plus tu es debout, plus tu coules. Et plus tu es Quelle allongé, histoire. plus tu flottes, en fait. Et Et, donc, c'est vraiment ça. Ça paraît très basique, mais pour un terrien, c'est un effort, enfin, un effort de compréhension qui prend beaucoup de temps, en fait. Et être capable de le faire ensuite en nageant à 2 mètres 30 secondes, ça, c'est encore autre chose. Mais souvent, les gens, quand ils me voyaient entraîner, ils me disaient, mais en fait, on dirait de l'école de natation, mais euh, si on enlevait le volume et les intensités, finalement, oui. C'est comme je sais pas, un pianiste ou un guitariste. Il répète ses gammes, en fait, mais c'est exactement la même chose. Et après, ces gammes, tu les mets à l'épreuve de la vitesse, de la distance ou de l'intensité, peu importe. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Et de toute façon, pour créer quelque chose d'exceptionnel, une perf exceptionnelle, il faut être libéré de ces contraintes techniques. je vois. Et est-ce que tu dirais que plus tu es fluide, moins tu freines? Dans le sens où si tu te crispes pas, tu gardes cette position et c'est dès que tu vas fatiguer, tu perds cette position, tu crispes et tu redeviens un terrien. Oui, oui, il y a une question de relâchement dans tout sport, hein, dans tout geste sportif finalement, ou même artistique. Enfin, le relâchement dans l'effort est quelque chose de fondamental. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En fait, on me demande souvent combien il faut nager, mais j'ai pas la réponse à ça. Euh, en fait, c'est la répétition d'habileté motrice qui provoque un kilométrage. Et c'est pas parce que tu nages beaucoup que tu vas provoquer des habiletés motrices, en fait. Enfin, juste, Oui, en l'occurrence. je Et vois exactement encore, l'idée. plus tu nages, souvent, plus ça dégrade tes habiletés motrices avec la fatigue. Donc, voilà, moi, je considère les choses comme ça. Tu développes des habiletés motrices avec des objectifs. Et puis, ça crée du kilométrage, ça crée de l'endurance musculaire, ça crée de l'endurance technique, ce que j'appelle moi l'endurance technique, c'est-à-dire c'est être capable de nager juste, même quand ça devient très compliqué physiquement. Euh, Après, l'autre idée de base, c'était savoir nager vite. Mais savoir nager vite, c'est ça justement, c'est freiner le moins possible et aller loin et vite à chaque action motrice. Est-ce qu'on peut dire alors que l'entraînement s'arrête dès que la technique se dégrade pour toi? Oui et non, parce que ça peut être aussi intéressant parce que si tu es toujours dans ce que tu sais faire et dans quelque chose qui est non pas facile, mais dans une certaine zone de confort, si si tu ne confrontes jamais tes limites à quelque chose de nouveau, finalement, tu peux pas progresser. Donc, mais globalement, je sais pas comment dire, mais faire la plus grande quantité de qualité, oui, ça peut paraître à peu Non, près non, juste. mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Tu disais après, la deuxième chose, c'était propulser, Ouais. entre guillemets. Comment tu vois ça? Alors, je freine pas. Et comment je propulse alors? Ouais, écoute, tu fais du kayak, donc Ouais, ouais, bah, c'est pour ça que j'essaie de faire le parallèle pour voir. l'eau, c'est un élément qui passe pas un élément solide et donc nous, c'est des choses très 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 simples, mais c'est orienter la main, l'avant-bras et le bras le plus tôt possible vers l'arrière, puisqu'on veut aller vers l'avant. Et ensuite, c'est essayer, alors ça c'est une vraie habilité, hein, attraper la plus grande masse d'eau possible, et puis la propulser avec de l'accélération. C'est-à-dire qu'il faut attraper la plus grande masse d'eau possible, orienter finalement ta pagaie, on va dire, Ouais, si ouais, c'est t'as ton ta main. Voilà, là, c'est la main. la main, l'avant-bras, le bras, le plus tôt possible vers l'arrière, et propulser cette masse d'eau le plus loin, le plus vite possible derrière. Oui, je vois. Tu parlais d'habileté motrice. Est-ce que, comme bah, j'imagine dans la plupart des sports, si tu t'apprends pas ça jeune, entre guillemets, quand tu as 8, 10, 12 ans, après, c'est un peu foutu?
c'est pas foutu, mais c'est plus compliqué, oui. Ouais, comme toute habileté motrice finalement. Et il y a quand même des âges qui sont qui sont favorables aux apprentissages. Après, il y a des gens aussi qui sont qui ont une capacité d'apprentissage hors norme. Et si je parle d'Alain, c'était pas un garçon talentueux en termes de, alors talent, c'est pas ça, c'est pas le bon mot peut-être, mais en termes de don, voilà. C'est pas la première fois que j'ai vu nager, je me suis pas dit oh putain ce type c'est un super nageur, pas du tout. Et j'ai eu des nageurs bien plus doués que lui naturellement à l'entraînement. Par contre, il avait un vrai talent qui était sa capacité d'apprentissage. Et ça, finalement, c'est, c'est un vrai talent. Et ça, il a su le garder tout au long de sa carrière et c'est vraiment ce qui lui a permis d'être un nageur de très haut niveau. Malgré tout, on a l'impression extérieurement que la natation, c'est quand même un sport à gros volume d'entraînement. Oui. Mais répéter, c'est pas recommencer, donc ça tombe bien. Exactement, c'est ce que tu avais dit dans l'autre épisode. J'avais noté cette phrase qui était assez exceptionnelle parce que, bon, en kayak, c'est un peu comme ça. Surtout l'hiver, tu fais beaucoup de techniques, d'aérobie, tout ça. Et en fait, tu répètes, tu répètes. Bon, j'avais bien retenu cette phrase. Et en termes de volume, est-ce que tu mets quand même en place, par rapport à ce que tu disais, une évolution au fil des saisons pour les athlètes que tu avais ou que tu as encore, du style, on monte progressivement le volume, toujours avec cette base de technique? Est-ce qu'il y a cette progression? Oui, alors ça dépend de la durée avec laquelle tu travailles avec les athlètes, mais bon, par exemple, si je prends la période 2004-2008, oui, il y avait une évolution de kilométrique qui était prévue. De mémoire, c'était 1600 kilomètres dans l'année, puis 1800, et les 2 dernières années, 2000. Donc tout ça Donc, là, je donne un exemple pour nager. Donc Alain Bernard qui t'a entraîné pour faire un 100 mètres nage libre. ouais. Ouais, ok. Ouais, en moyenne, enfin, ça veut tout et rien dire, les moyennes, parce qu'il y a des semaines où tu vas faire 60 kilomètres, puis il y a des semaines où tu vas faire 30 ou 20. Donc, voilà, ça fait des semaines à 50 kilomètres. Travail normal, c'est autour de 50 kilomètres par semaine. Ouais. Et donc ça représente combien d'heures dans l'eau alors par jour? Ben, ça fait 300 jours par an, 4 heures par jour. 15 heures par jour, divisé en deux séances quand même? Tu fais deux Ouais, fois deux? ouais 2 fois 2, ouais. Et ouais, tu fais deux fois deux. Mais pareil, c'est des questions que je me pose sur la régulation de l'intensité. Mhm. Euh, Est-ce que tu sais, aujourd'hui c'est la mode, bah moi je vois un peu les réseaux sociaux, tout ça sur les types d'efforts endurance, ils parlent beaucoup d'entraînement polarisé, d'entraînement Ouais, pyramidal, tout ça. Est-ce que ça a une part importante dans ta vision de l'entraînement aussi, cette ouais. régulation de l'intensité? Oui, dans le sens où moi j'ai fait de l'entraînement polarisé sans le savoir parce que c'était pas du tout. J'ai construit mon modèle d'entraînement, si tu veux, sans savoir que ça existait. Euh, mais parce que le travail à basse intensité me permettait justement de développer les habiletés dont on parlait tout à l'heure. Et donc, travailler à basse intensité, ça me permettait de faire nager les nageurs le plus juste possible. Et après, progressivement, d'essayer de les amener sur des allures supérieures ou sur un nombre de répétitions supérieures, sur des distances supérieures. Mais typiquement, un garçon comme Alain ou les autres, ou Boris, ou les sprinteurs que j'ai eus, c'est des gens qui nageaient 75% du volume total de l'année en aérobie, en fait. Et comment tu détermines l'aérobie dans l'eau? Parce que pareil, tu vois, je vois un peu tout ce qui est test lactate, test en laboratoire, les fréquences cardiaques, mais quand tu es dans l'eau, tu vas pas faire de test lactate, test avec Ben, le ça se masque, fait. c'est compliqué. Si, ça se fait. Ça se fait, oui, oui, c'est un protocole un peu lourd, mais ça se fait, oui, oui, on peut le faire. Tu peux déterminer le seuil anaérobie, ce genre de choses, mais bon, c'est un peu lourd à faire, mais ça se fait, oui, bien sûr. Oui. Et puis après, il y a des protocoles simplifiés où ce qui nous permettent, sans le masque, avec la prise de gaz et ainsi de suite, de voir ça. On peut aussi le coupler avec des tests sur vélo ou en course qui sont pas tout à fait justes par rapport à ce qui se passe dans l'eau, puisque
Ne serait-ce que la position debout ou assise, elle influe par rapport au nageur qui est en position allongée. Mais oui, oui, après, il y a aussi, tu sais, il y a des entraîneurs qui font, je sais pas moi, moi je travaillais en 7 zones, mais peu importe. En fait, il y en a qui vont te dire, euh, je sais pas, vert, orange, rouge comme allure, Ouais. comme Oui, je intensité. vois très bien. Il y a des entraîneurs de très haut niveau qui font ça et ça marche très bien. Parce que finalement, les athlètes, à moins d'avoir un athlète idiot, mais il n'y a pas de raison qu'un athlète soit idiot, il sait très bien ce qu'il fait. C'est très bien s'il fait de l'aéro. Alors, on appellera ça comme on veut, peu importe. Vert, il fait du vert. Mais si tu lui demandes une allure et que tu lui dis on va faire, je dis n'importe quoi, une 5 au 100 mètres, c'est vert, entre guillemets, et qu'il est dans l'orange, il va te le dire tout de suite, hein. Parce que il y a une intelligence des athlètes là-dedans, une intelligence, je sais pas comment dire ça, Ouais, ouais, une intelligence, une connexion à soi-même d'action, enfin de situation, de connaissance d'eux-mêmes qui fait que tu peux pas leur raconter n'importe quoi en fait. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire, mais ouais, ouais. Je me demandais parce que c'est vrai que dans l'eau, je me disais, bah, tu mets pas de ceinture cardiaque, et comme dans beaucoup de sports terrestres, et ben en fait, Alors, moi je l'ai fait, hein, donc ce qu'on pouvait faire, c'est, alors on nageait pas avec parce que ça sautait tout le temps, mais sur les petites phases de repos entre chaque distance, ils attrapaient un polar, ils le mettaient sur la poitrine et en quelques secondes on avait les fréquences cardiaques. Mais en fait, et quand bien même, de toute façon, toute la littérature, enfin, et tout ce qui est, ce n'est que des moyennes ou des normes. Mais ça correspond à personne en particulier, en fait. ah ouais, Euh, mais je suis bien conscient. alors, moi, le seuil anaérobie d'Alain, c'était 175 pulsations minutes. Ben voilà. Alors que dans la littérature, c'est le truc très classique, c'est 150. Donc, si je l'avais fait nager tout le temps à 150, en fait, on n'aurait jamais fait de seuil. Euh, Je c'est vois. pour ça que bon, enfin, voilà. Donc, en tout cas, j'ai fait de l'entraînement polarisé sans le savoir, ça, oui. Et donc toi, tu divisais en 7 zones alors, donc ça impliquait vraiment à l'athlète d'avoir une perception fine en fait de ces différentes allures. Oui, oui, oui. Alors, après, les zones 4, 5, c'était assez, c'était plus, on va dire, pour faire simple, c'est un peu tout ce qui est VO2, mais, c'est sans doute les zones les plus complexes à séparer. Zone 1, c'était récup, voilà. Zone 2, c'était travail aéro. Zone 3, c'était le seuil. Zone 4, 5, c'était la fameuse zone VO2. Zone 6, c'est le travail lactique. Et zone 7, c'est le travail à lactique pur, la vitesse pure, voilà. Mais non, non, mais c'est bon, si t'as des athlètes un peu Confirmé. confirmés, ils sentent très bien les différences. Et puis, moi, le seule chose qui me gêne quelle que soit la façon dont on les appelle, c'est à un moment, il y a une mode qui était de regrouper le travail aéro et le travail au seuil en une seule zone. Sauf que c'est pas du tout la même chose et que ça produit donc du coup, les nageurs sont souvent au seuil. Euh, et là, il y a possibilité vraiment d'épuiser l'organisme en fait en faisant un travail au seuil qui est trop volumineux dans la saison. Ouais, je vois. Et donc tu perds en Et plus tu produis des petits moteurs, tu fais des moteurs qui tournent vite. C'est le moteur de la Fiat Panda, tu vois, donc il tourne vite. Et si tu fais du travail aéro, c'est le moteur d'une Ferrari pour rester dans le même groupe de voitures. Sauf que ben, le moteur de la Ferrari va tourner moins vite pour la même vitesse. Et au moment où il faut vraiment accélérer, là par contre, il y a plus. t'accélères pas. Ça ressemble à quoi? Bah, on va donner, si tu peux me donner plusieurs exemples, mais genre une séance VO2 dans l'eau,
une séance de sprint dans l'eau, tu vois, pour comparer par exemple un peu ce qui se fait en athlétisme ou en course à pied. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Voilà, c'est pour ça que je me demande à quoi ça ressemble, parce que moi je vais en kayak, avec mon entraîneur, pareil, ça ressemble pas, c'est pas le même volume, c'est vraiment différent, et je me demandais en natation à quoi ça ressemblait. Écoute, travail à la VO2, ça pouvait être 16 fois 100. 16 fois 100, récup. Alors, c'était souvent 4 fois 4 fois 100. C'est un exemple, hein. Ça Ouais, peut être ouais, autre ouais. chose. Non, mais Peut-être voilà, des donne-moi juste des 200, exemples que je me rende compte. 4 fois 4 fois 100, avec une récup en gros de 40 secondes, 45 secondes entre chaque 100 mètres. Ok. Ok. Alors, évidemment, nager sur des intensités très élevées. Et aussi avec des modalités techniques, c'est-à-dire un nombre de coups de bras imposés, donc avec un impact musculaire qui Et était, ouais, non, comme en appui, alors tu génères un appui, tu fixes une cadence. oui, mais alors en kayak, je sais pas, mais Tu en sais, en aviron, kayak on fait ça, et en aviron ils font pareil, ouais, ouais, exactement. voilà, exactement la même chose en fait. Et donc oui, 4 fois 4 fois 100, départ, si le gars nage une minute pour faire simple, départ une 45, 100 mètres plus facile entre 4 et on répète ça 4 fois. C'est un exemple. Après, travailler à lactique, bon, voilà, c'est ça peut être 10, 15, 20, 25 mètres. Alors, travail lactique, ça dépend combien de temps tu mets de temps pour faire 25 mètres. En fait, voilà. Si tu mets 10 secondes, tu restes dans la lactique. Si tu mets 20 secondes, tu es plus dans la lactique. Mais en gros, oui, les nageurs de haut niveau, c'est ça, 10, 15, 20, 25 mètres, 30 mètres. Et là, grosso modo, moi, j'ai respecté toujours entre 5 et 7 fois le temps de travail. Si tu mets 10 secondes, il y avait en gros 50 secondes ou une minute de repos entre chaque répétition. Et t'en faisais combien de répétitions, en moyenne? Écoute, sur une séance de 5 kilomètres, par exemple, j'arrivais parfois à faire allez, en gros, c'était entre 600 et 900 mètres mais ça en fait beaucoup, en fait. Ah ouais, ouais, ça en fait, bah, Et c'est ce que je suis en train de me dire, je suis en train de compter, c'est énorme. tronçonner en coup de 15 mètres, en gros, ou 20 mètres, ça en fait beaucoup, ouais. Ah ouais, donc là, ça représente vraiment un gros volume comparé aux Mais séances si tu de veux, VMA. Ouais. grosso modo, si tu regardes un peu enfin, si je fais une quantification, donc tu avais 75% de travail aéro, enfin, récup, Voilà, bien régénération sûr. aéro, une 10-12% de seuil, donc on est déjà à Ouais, 87. 87, merci. J'avais 5% de vitesse, donc à lactique. En gros, il te reste 5% de vitesse à lactique, 5% de lactique, y compris Ok. les courses dans l'année, et 5%, 5-7% de 7%, c'était plutôt de travail à la VO2, en fait. Ok. Et donc une séance seuil, est-ce que ça t'arrivait quand même d'en faire pour des sprinteurs? Oui, 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 bien sûr. Et donc ça ressemble à quoi une séance seuil qui a combien de durée d'effort ça? Ben là, tu peux être sur des durées tu peux faire des séries qui vont durer 1h15 ou Ah ouais. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est un volume énorme. 45 minutes et 1h15, oui. Et ouais, ouais, c'est des grosses séances alors. Et donc ça, tu divisais ça par exemple en des 10 minutes? Je sais Mais non, pas, alors nous, on travaille beaucoup en distance, en pas distance. souvent en temps, même si je le faisais des fois pour casser un peu la routine. Mais non, mais alors si on reste sur l'exemple de 100 mètres, ça peut être 40 fois 100, départ une 20. Ah ouais. Oh putain, ouais, t'as pas de récup quoi. Donc en gros, tu as T'as 15 secondes, 20 secondes. 15 secondes, voilà, oui. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, Et toujours énorme. pareil, corrélé avec un nombre de coups de bras associé à la vitesse. C'est-à-dire que, évidemment, que plus tu nages vite, et ça c'est dû aux résistances, donc plus tu vas être obligé de rajouter des coups de bras. Mais en l'occurrence, chaque nageur avait, en fonction de son allure, un nombre de coups de bras à respecter pour toujours travailler sur une efficacité motrice. Alors, pas toujours, mais très souvent. Mais les nageurs te diront c'était tout le temps. Moi, je dirais non. Mais, chaque nageur avait une zone, en fonction de la zone de vitesse demandée, un nombre de coups de bras à réaliser très souvent. Ouais. Mais parce que ça allait forcer au-delà de l'habileté motrice, au-delà de l'endurance musculaire, ben, tout simplement à aussi réfléchir comment je fais pour freiner le moins possible. Parce que c'était à peu près cortiqué.
tu te dis, bon, tant qu'à faire ça, autant freiner le moins possible. Et Voilà. oui, je vois exactement. Et est-ce que, alors j'ai deux questions en une. Est-ce que tu Mm. penses qu'il faut privilégier justement, moi j'appellerais ça l'appui, donc le moins de gestes possible pour faire la distance. Et Mm. deuxièmement, est-ce que tu as des athlètes par contre qui étaient plus en appui et d'autres plus en fréquence pour aller vite le jour de la compétition? Oui, mais ça, c'est très individuel. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez assez fin comme réglage, dans le sens où finalement, tu as des athlètes qui, déjà, bon, ils ont pas tous la même envergure, ils ont pas tous la même souplesse, ils ont pas tous les mêmes capacités d'accélération sous l'eau, parce que finalement, si tu es capable d'accélérer très fort ta masse d'eau, tu vas te déplacer très loin, et donc tu vas le coup de bras qui suit, tu vas pouvoir le faire un peu plus tardivement. Donc voilà, c'est très individuel en fait. Tu peux pas dire à tout le monde on nage à tant de coups de bras pour telle allure, c'est pas possible. Donc en fait, moi je partais des allures de course. Alors souvent de l'allure du 200 parce que c'est une vitesse très élevée. Mais pour le coup, je trouvais que c'était très intéressant de partir du 200 mètres nage libre. Donc je partais de la meilleure performance, enfin 200 mètres nage libre ou autre chose, mais je partais de la meilleure performance au 200 dans laquelle je comptabilisais les coups de bras. Et en fonction de ça, je déclinais pour les nageurs, en gros, ben, leurs allures et leur nombre de coups de bras réalisés en fonction de l'allure. Et ouais, je vois tout à fait. Et ouais. Et est-ce que un nageur libre, on va dire entre guillemets, qui fait du crawl, est-ce qu'il fait aussi du papillon, du dos, de la Oui, bien brasse? sûr. Oui, oui. Ah oui, il fait Alors, aussi évidemment que alors. il y a des périodes de la saison où tu es sur beaucoup de travail hyper spécifiques, mais tu as aussi des périodes de la saison où tu travailles des choses un peu plus générales, mais qui sont pas en fait décorrélées. C'est-à-dire que finalement, que tu fasses de la brasse, du papillon, du crawl, du dos, euh, les fondamentaux sont les mêmes. Donc, si tu veux te déplacer, il faut freiner le moins possible et il faut accélérer la masse d'eau, et ainsi de suite. Que tu fasses de la brasse, c'est encore une fois, de la brasse, pas d'eau, tout ce que tu fais dans l'eau, ça sera les mêmes principes. Donc, en fait, c'est transférable. Ah voilà, ouais, c'était ça ma question. C'est déjà j'apparentais ça un peu à de l'entraînement croisé, tu vois, dans le sens où Ouais. tu fais un autre type et donc c'est de l'entraînement. Et est-ce que dans ce cas-là, il y avait aussi des choses qui, puis, là avec le volume dans l'eau, j'imagine, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font en dehors de l'eau. Tu vois, vélo, course à pied, ça se fait des trucs comme ça? Oui, oui, nous, alors, nous, on en faisait. J'ai fait pendant longtemps, une fois par semaine, de la course à pied. Alors, les nageurs aiment pas trop ça, parce qu'en principe, courir, c'est pas trop leur truc. Oui, oui, on faisait alors évidemment, on faisait soit des footings classiques, soit du fractionné, soit des montées de côte, ou, enfin, ou les trois combinés d'ailleurs. Ça, on le faisait une fois par semaine, ouais. Euh, J'avais mis ça en place avec le préparateur physique. On a fait du rameur aussi. Ah, ça, c'était Euh, meilleur ça au rameur parce que quand ils ont de l'envergure, ça allait ça. ouais, ouais, ouais. Et puis c'était assez intéressant parce qu'il y a quand même même si alors pour le coup t'es pas sur un bateau, mais c'est un peu le même principe d'accélération sur le rameur. Et puis tu développes, tu peux travailler un peu sur les mêmes types de filières que dans l'eau. Mais avec des puissances évidemment qui n'ont rien à voir. Même si sur le rameur tu utilises beaucoup les jambes, alors que nous c'est essentiellement les bras qui te font avancer, sauf en brasse. Mais oui, ils travaillent ça, puis après ils travaillent de musculation, bien sûr, classique, enfin classique. Travail de musculation. Donc les nageurs faisaient en gros 3 séances par semaine de musculation, euh, entre 2 et 3. Enfin, c'est des moyennes parce que par exemple, quand les cycles où on courait, on faisait par exemple lundi musculation, mercredi course, plus du renforcement, des choses comme ça, des exercices de coordination et une deuxième séance de musculation le vendredi. Ou alors on faisait si on était une période où on ne courait pas, on faisait 3 séances de musculation dans la semaine. Voilà, ça dépendait un peu des cycles et ce qui était recherché en musculation. Est-ce que, tu vois, je prends l'exemple en kayak, nous on va mettre des freins ou des balles sous le bateau pour faire ce qu'on appelle de la musculation spécifique. Donc tu vois, moi j'ai pu voir sur les nageurs, ce que j'ai pu voir sur le net, hein, tu mets, je sais pas comment ça Ok. s'appelle.
Voilà, sur les mains, vraiment pour augmenter la résistance. Est-ce que pour toi, la muscu en salle, c'est aussi efficace, car j'imagine que c'est plus pour varier les contraintes, mais est-ce que c'est aussi efficace en termes de transfert que justement ce travail avec des grosses pattes aux mains dans l'eau? Écoute, longtemps, on a fait de la musculation comme on nageait. C'est-à-dire que ce qu'on faisait dans l'eau, on essayait de le reproduire dans une salle de musculation. Euh, et en fait, tu t'aperçois que bah, déjà, il passe 4 heures ou 5 heures dans l'eau par jour. Et donc, à quoi ça sert de faire quelque chose que tu fais déjà? Enfin, tu vois, qui plus est, sur un nombre de répétitions, bah alors, pour le coup, extravagant, euh, qui, euh, qui finalement j'ai envie de dire, c'est comme si tu cours sur terre et tu cours sur un tapis roulant. Effectivement, tu cours, mais ça va pas être la même chose. Donc, moi, je trouvais pas ça très pertinent, en fait. Donc, ce que je cherchais dans la musculation, c'était essentiellement développer des choses qu'on ne peut pas développer dans l'eau. Donc, ça va être augmenter la force maximale, augmenter la vélocité, augmenter des niveaux de puissance très élevés, des niveaux de puissance que tu peux pas développer dans l'eau. Enfin voilà, pour moi, la musculation, c'était des choses qu'on ne pouvait pas développer dans l'eau, en fait. Ok. Et on pourrait pas imaginer faire de la musculation spécifique directement dans l'eau, tu vois, justement en faisant, je dis une connerie, mais genre des séries de 6 ou 8 coups de bras, tu vois. C'est-à-dire, Ben, tu fais, au lieu de faire de la muscu pour développer ta force, par exemple en tirage planche, tu fais une série de 6, voilà, on va dire un truc comme ça, des séries de 6. On pourrait imaginer que tu mets des grosses pattes aux mains et puis tu fais des séries de 6-8 coups dans l'eau directement en nageant, tu vois, de manière... oui, oui, mais après, si tu veux, le problème, c'est qu'on est dans une habileté motrice qui est très fine euh, et que c'est trop perturbant, c'est trop éloigné alors. en fait, tu es éloigné de ton activité principale. Et je vois. Ça fait comme en course à pied avec un Et chariot trop lesté alors. oui. Et si tu veux, c'est un peu le problème de tout ce qui est matériel. Alors, ça peut être les palmes, les plaquettes, le pull boy, en fait, tout ce petit matériel qu'on a à disposition. Si tu passes trop de temps, c'est mon avis en tout cas, si tu passes trop de temps avec tout ce matériel, en fait, ben finalement, tu t'entraînes à des choses que tu vas pas forcément rencontrer en course. Je dis pas qu'il faut pas en faire, je dis pas que ça n'a pas une utilité, ne serait-ce que dans la variété, parce que bon, pour le coup, on fait quelque chose quand même qui est extrêmement répétitif. Euh, mais encore une fois, c'est comme si tu t'entraînes avec en kayak avec une rame qui va pas être la tienne en compétition. Euh, effectivement, tu rames, mais tu Oui, rames bien pas. sûr, on le fait un peu, mais pas trop. Voilà, pas trop. Voilà. Mais c'est le même principe en fait. Ouais, je vois. Ouais, c'était une question que je me posais aussi, parce que des fois en kayak, nous, tu vois, comme je te dis, on met une sorte de frein. Oui, Et oui, donc, bien sûr. ça nous aide techniquement. Après, quand tu en fais une fois par semaine, et ben ça va, mais il faut que tu as 5, 6, 7, 8 séances sans, quoi. Ouais, Et donc, effectivement, je vois ça. Il y avait une autre question que je me posais, parce que souvent les nageurs donc s'entraînent en groupe. oui. Est-ce que, malgré ça, tu vas conseiller, entre guillemets, qu'ils respectent l'allure, ou, tu vois, ils peuvent se prendre au jeu avec leur partenaire qui est à côté d'eux, d'accélérer et de pas être à leur allure? Tu vois, c'est les forces et les faiblesses un peu du groupe, et je me demandais comment ça se passait au sein du groupe, justement. Est-ce que, tu vois, Bah, parce que, écoute, effectivement, moi, je demande une allure. Après, j'ai envie de te dire, entre guillemets, c'est leur problème. Qu'ils aillent plus doucement ou trop vite, c'est leur problème. Même si plus doucement, ça, c'est toujours plus énervant que plus vite. Mais moi, je crois que encore une fois, il y a une question d'intelligence de l'athlète. Et s'il nage plus vite que ce qui est prévu, c'est qu'il peut le faire. Dans le sens où ça va pas lui coûter le lendemain, où euh, ça va pas avoir d'impact négatif sur la suite de l'entraînement. Euh, et puis il faut aussi qu'il s'amuse, il faut aussi qu'il y ait du défi, il faut aussi qu'il y ait de la compétition. J'ai jamais freiné un nageur, franchement. J'ai souvent gueulé parce qu'il n'allait pas assez vite, mais j'ai rarement freiné un nageur. et j'ai pu voir dans un article que j'ai lu en faisant des recherches
que tout à l'heure, on parlait du freinage. Et donc, tu vois, au début, tu plonges et tu as cette sorte de coulée plus ou moins rapide. Et que ça dépendait de la souplesse, j'ai pu lire. Oui, beaucoup. C'est Alors, c'est- ce qui c'est- c'est- dépend c'est quoi, beaucoup c'est de quoi la comme souplesse, souplesse? mais en fait, si tu veux, c'est ne serait-ce qu'être parfaitement aligné, les bras, la nuque, aligné avec le reste du corps. Tu as des garçons et des filles qui ont du mal à le faire parce qu'ils ont une souplesse d'épaule qui est pas performante. Après, et où la souplesse a beaucoup de corrélation, c'est sur les ondulations. C'est-à-dire que souvent les gens qui sont souples ont de très bonnes ondulations. Ça leur permet puisque sous l'eau, on revient toujours aux mêmes choses, mais sous l'eau, on se déplace plus vite qu'à la surface, parce que les résistances sont moindres. Donc, si tu veux, l'idée, c'est que quand tu es dans l'eau, dans ta coulée, tu dois te déplacer plus vite que ta vitesse de nage à la surface, sinon ça n'a pas d'intérêt d'être sous l'eau. C'est pour ça qu'avec Alain, il faisait très peu de coulées, parce qu'en fait, il n'était pas du tout habile sous l'eau, donc ça servait à rien de perdre du temps sous l'eau, finalement. Et donc oui, la souplesse, mais enfin, il me semble dans toute activité sportive, la souplesse, c'est quand même quelque chose de très favorisant. Ouais, pour ça, mais j'essaie de comprendre, voilà, comment ça aidait à la coulée. Donc, ça veut dire que tu as des athlètes. Donc là, tu parlais d'Alain. Et donc, j'imagine, qu'il était pas trop souple, peut-être qu'il a pas assez souple comparativement à ces trucs-là. Non, c'est pas ça? Oui, oui, non, mais il C'est était ça. pas, vraiment pas souple. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu as pu identifier que j'imagine que vous avez travaillé sa souplesse, mais que ça venait pas au niveau des meilleurs. Il y avait des limitations. Pas dans le Sur la, sens, sur la souplesse, alors, ça fait partie des choses. Alors, Alain, je l'ai pas eu à 12 ans, donc peut-être que si on avait travaillé de la souplesse à 8, 10, 12 ans, on aurait pu faire vraiment des différences. Après, tu fais des petits progrès, mais ça reste vraiment limité quand tu as passé la puberté, ça devient vraiment limité, quoi. ouais, c'est ce que je remarque aussi, mais je voulais avoir ton avis. Bon, en fait, c'est pas mon de vieillir, quoi. Non. J'ai compris l'histoire. Euh, et je voulais parler un peu de ton rôle au sein de la Fédé. Donc, tu es en charge de l'équipe de France relève, de Oui, détecter, entre guillemets, les potentiels. Donc, de ce que j'ai oui, pu lire entre l'équipe de France junior et l'équipe de France un peu senior. oui. Comment tu détermines un potentiel? Ah, Et ouais, c'est une drôle de question, mais est-ce que, par exemple, c'est une histoire de taille et d'envergure? Tu vois, est-ce que c'est une histoire, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de capacité d'apprentissage d'Alain Bernard. Est-ce que c'est une histoire de la quelqu'un qui va vite dès capacité le début? d'apprentissage, c'est des choses que tu peux voir que quand tu connais bien les gens et quand tu les côtoies à l'entraînement, peut-être pas régulièrement, mais relativement sur plusieurs années. Il y a des garçons et des filles que je suis depuis, avec qui j'ai des parcours depuis plusieurs années et je commence à bien les connaître, même si je les entraîne pas au quotidien. Mais pour le reste, écoute, on fonctionne comme ça. On a un réseau de cadres techniques situé sur toute la France. Donc, toutes les compétitions sont regardées, j'ai envie de dire. Après, on a une base de données qui est ultra performante, c'est-à-dire que chaque personne qui nage une course en France, on l'a. C'est-à-dire que partout, même si tu nages au fin fond de la Lozère, un 50 mètres brasse, je vais savoir que tu as fait un 50 mètres brasse. Après, évidemment, on a des alertes parce que, bon, en fonction du temps aux 50 brasses, en l'occurrence, ça nous intéresse plus ou moins. Donc, en fait, on travaille avec l'IRMES, l'Institut de recherche de l'INSEP, donc qui récolte toutes les données de la base de données fédérale. Et on croise ça alors avec plusieurs indicateurs. Évidemment, alors on a c'est par âge, hein, 12 par exemple, 12, 13, 14. Je regarde pas avant 12 ans, ça m'intéresse pas beaucoup. 12, 13, 14, 15 et ainsi de suite, hein. Donc on a l'âge, on a chaque euh, performance, enfin, chaque niveau est découpé en 10 couloirs de performance. Donc on s'intéresse à ceux qui rentrent dans le meilleur couloir de performance ou ceux qui sont proches du meilleur couloir de performance. À ça, on couple avec des mesures
pour déterminer l'âge physiologique. Voilà, oui, mais je vois bien cette histoire, bien sûr. Ensuite, on s'intéresse, et c'est quelque chose de vraiment très pertinent, aux pentes de progression. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, je parle de top athlètes, hein, tous les top athlètes, à un moment, ils ont une espèce de fulgurance dans leur progression, et qui ne s'arrête quasiment pas jusqu'à être champion olympique, ou alors c'est champion olympique ou troisième au championnat du monde, enfin euh, voilà. Et donc ces inclinaisons d'un coup de pente de performance sont des signaux très très intéressants pour nous. Donc on a la maturité physiologique, on a les tailles, les envergures, les poids, le niveau de perf évidemment, les pentes de progression, oui, et puis après, évidemment qu'on les regarde nager, parce que c'est quand même le cœur de notre activité. Et on est 3-4 sur les compétitions nationales. En fait, on a une liste de nageurs qui, grâce aux data, on a pu un peu déjà dégrossir, hein, si tu veux, dégrossir la population. Et puis ces nageurs-là, on les regarde nager, mais sans se parler les uns les autres. Et on marque oui, non, tiens, ça c'est pas mal, ça. Enfin, on se fait notre petite salade, tu vois. Et puis après, on croise nos ressentis, nos impressions. Et puis après, dernière étape, on se renseigne auprès des entraîneurs, parce que c'est souvent là pour le coup des athlètes relativement jeunes, hein, entre 14 et 17 ans, 18 ans. Et donc là, on voit un peu aussi leur passé dans l'activité, s'ils nagent déjà 10 fois par semaine ou s'ils nagent 4 fois, depuis combien de temps ils s'entraînent, enfin voilà. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est comme ça qu'on arrive plus ou moins à détecter les talents, et pas trop en rater, parce si on prenait des datas, des résultats bruts, je te donne un exemple, mais c'est ce qui est arrivé la saison dernière. On a fait sur la centaine de nageurs qu'on avait identifiés, dans le dégrossissement après les datas, on va dire, finalement, il y en a 15 qui n'étaient pas dans ces radars-là, qu'on a pu, par ce biais-là, parce qu'ils étaient pas loin, mais pas tout à fait. Et puis on les a vus nager, tout ça, et finalement, il y en a une quinzaine qui ont intégré les équipes de France 1 an et demi après, tu vois. Alors qu'un an et demi avant, ils y sont pas du tout. Donc voilà, on travaille comme ça, et alors, évidemment on voit pas tout, malheureusement, mais on essaie de limiter en tout cas les pertes. Et puis on travaille aussi sur les championnats de France. Alors, les premiers championnats de France, on travaille sur une semestrialisation des catégories, c'est-à-dire que tu as le 12 ans qui est né les 6 premiers mois de l'année, le 12 ans qui est né les 6 Ah, premiers mais c'est vrai, c'est intéressant ça. mois de J'avais l'année. vu ça justement que c'était. Et parce qu'on s'aperçoit en fait que 70% des gens qualifiés au chemin de France de cet âge-là, ils sont nés dans les 6 premiers mois de l'année. Bien sûr, ils ont un avantage en termes de Et maturité donc normalement. le phénomène pervers qui se met en route, donc ce sont ceux-là qui sont qualifiés, ce sont ceux-là qui sont reconnus, on va dire, hein, mis en avant, qui sont éventuellement finalistes ou champions de France, qui sont ensuite mis dans les meilleures conditions pour s'entraîner, qui sont ensuite listés et qui peuvent donc avoir des horaires aménagés, et ainsi de suite, donc ils peuvent mieux s'entraîner que leurs copains, et ainsi de suite. Donc ils sont toujours dans quelque chose de positif. Et celui qui est peut-être plus prometteur, mais qui est né le 31 décembre, lui, c'est plus dur pour lui pour se qualifier, parce qu'il a finalement, il a un an de moins que ses petits camarades. Du coup, comme c'est plus dur pour se qualifier, il est moins mis en avant, donc il a peut-être moins envie de s'entraîner, on s'en occupe moins dans le club parce qu'il est moins brillant au départ, et ainsi de suite. Et puis, il rentre pas forcément dans la grille pour être sur une liste au ministère, et ainsi de suite. Et en fait, on perd des talents comme ça. Donc, en fait, on fonctionne comme ça. Donc, 12-13 ans, c'est par semestre. 14 ans, c'est sur une année. Et après, on fait 15-16 ans et 17-18. Tu vois, par catégorie, ça fonctionne comme ça. C'est étalé comme ça. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Ouais, ça corrobore à ce que 17-18 ans, j'avais lu. à 17-18 ans, là, il y a plus de décalage dû à la maturité physiologique, en fait. Et ouais, ah ouais, c'est super. C'est hyper intéressant. Et alors, je finis sur mes petites dernières questions parce que je vois que l'heure retourne. Est-ce qu'un entraîneur de sprint, ça peut être un entraîneur longue distance?
Du style 1500? bien sûr. Pour toi, comme c'est vraiment les fondamentaux, la technique. Et Est-ce, Oui, mais est-ce que la technique diffère quand même entre un sprint et un 1500? non, non, enfin, les fondements de ton activité sont les mêmes. Et j'ai envie de te dire, même si tu veux nager longtemps, autant être le plus économe possible, tu vois. Et tu te regardes de toute façon les meilleurs nageurs du monde en demi-fond, ce sont des gens qui sont capables de nager quasiment au niveau, quand je parle vraiment des top mondiaux au 1500, par exemple, ce sont des garçons qui sont quasiment tous capables d'aller en finale d'un 200 mètres nage libre. Euh, donc, et pour faire un 200 mètres nage libre, il faut savoir nager vite et juste. Donc, je crois que c'est fini le temps où le nageur de demi-fond, c'était un nageur un peu laborieux, pas très aquatique, euh, et qui nageait beaucoup pour combler. Alors évidemment qu'ils ont des programmes d'entraînement différents, bien entendu, que tu nages sur des distances par-ci qui sont un peu moins élevées parce qu'il y a une question de coût musculaire qui a à réguler finalement. Mais sur l'essentiel de l'activité, c'est exactement la même chose. Eh ouais, je vois. Tu vois, je te pose cette question parce que nous, en kayak, si tu fais du sprint, tu vas la main supérieure beaucoup plus haute. Et si tu fais de la longue distance, tu vas tendance à la baisser, tu vois, pour que ce soit moins engageant. Tu vois, et donc, je me Oui, demande s'il y avait une nous, différence c'est technique. ça, tu gères la distance par cycle finalement. Tu demandes un Un appui un effort peu moindre. un peu moindre parce que le nombre de répétitions sinon est trop important. Mais si tu nages juste, c'est plus facile de nager vite longtemps, hein. Et ouais, je vois, c'est hyper intéressant. Et j'avais une dernière question, plus la curiosité. J'ai vu, pareil, dans un article de 2022, qu'un coup, il y avait Bob Bowman avec vous sur un championnat. Oui, Et donc, je me demandais, tu disais dans l'article que la différence, entre guillemets, c'était qu'il était très, très minutieux à tous les détails en dehors du bassin. oui, oui, oui. C'est ça la différence, finalement, Bah, écoute, sur sur ce que tu as vu? les sept d'entraînement que propose Bob, il y a pas de, enfin, j'ai pas vu un truc que j'ai jamais vu, hein. C'est des choses assez classiques. Par contre, il y a une exigence dans l'exécution des choses dans l'eau, ça c'est. Il y a une exigence du process. Le process, c'est en fait tout ce qui est la perf. Donc c'est évidemment bien dormir, bien manger, bien boire, avoir un rythme régulier, savoir exactement dans telle situation ce que je dois faire, euh, quelle allure je dois employer, quel nombre de mouvements je dois employer. Une fois que j'ai fini ma course, c'est dans combien de temps je dois être à la récup, qu'est-ce que je dois prendre comme boisson de récupération, à quelle heure je me fais masser, à quelle heure, et ainsi de suite. Et c'est pas, il y a rien il y a rien d'innovant dans ce que propose Bob là-dedans, mais par contre, il est intransigeant dans ce process-là, en fait. Et ouais, donc il y a des athlètes avec qui ça passe pas du tout et d'autres avec qui ça passe, quoi, j'imagine. Oui, Je veux et dire. puis si tu veux, l'athlète est une fois qu'il est en situation de compétition, ça a tellement été travaillé que finalement, il est libéré pour justement, c'est ce que je disais au début, pour être créatif, en fait. Parce qu'une fois que tu n'as plus toutes ces contraintes, en fait, t'as pas à réfléchir à tout ça, tu peux laisser libre cours à j'ai envie de dire, à l'imaginaire, finalement. Tu peux te laisser porter par la création d'une perf. Mais si avant de faire une perf, tu te dis, ah oui, mais alors attends, là, à quelle heure je le fais ci? Mais comment je mets, ah, est-ce que je me suis couché trop tôt, trop tard? Est-ce que j'ai oublié ma boisson de récupération? Zut, enfin bon, c'est pas possible, tu vois? Ah ouais, je vois, en fait, c'est du professionnalisme à tous les niveaux, quoi. Oui, bien sûr, oui. Et Mais parce qu'en France, c'est pas comme ça. c'est pas délirant en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y a rien d'innovant, mais juste c'est d'une exigence implacable. Voilà, et c'est répété tout au long de l'année en fait. Pa- pa- Chaque compétition, il y a le process est répété de la même façon avec le même. Voilà. Parce qu'en France, c'est pas comme ça, pour la plupart des Si, athlètes. si, mais Bob est très. Je vois l'idée. Voilà, c'est juste. Très paternaliste. Il se dit c'est comme ça et c'est comme ça, en exagérant. Oui, après il en discute avec Léon, bien sûr, il discute des choses, mais une fois que le process est établi, en fait, on le respecte, tout en étant capable de s'adapter. Mais c'est parce que justement, tu es capable de, finalement, t'as rien à penser que si t'arrive un truc,
bon, ben, tu es encombré par une seule chose Ouais, et ouais, pas je vois. par 12 choses. Ah ouais, donc ton flow arrive plus naturellement, en fait. T'es directement dedans, quoi. Tout à fait. Eh ben, on arrive au bout de l'heure, Denis. Je te remercie de ton temps. C'était hyper instructif pour moi. Et Ben, écoute, donc, super. Merci encore à toi. Et puis, j'espère que bah, ça donnera des pistes aussi à ceux qui écouteront le podcast, ce que j'espère. pas de Voilà. souci. Allez, merci. Merci Bonne encore. journée. Ciao, Toi ciao. aussi. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous le repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.